on a pu prendre 240 patients parmi les patients qui étaient dans notre file active en 2009, entre avril et juin. Et vous voyez là la répartition donc, de ces enfants avant l'initiation de traitement en première ligne. Ensuite, quand on avait initié le traitement en première ligne à 6 mois et ensuite à 18 mois. Et ceux qui devaient passer en deuxième ligne bien avant et ensuite à 6 mois et à 18 mois. Ces prélèvements étaient partis à l'hôpital Georges Pompidou après un prélèvement des alicotages, un pour l'Institut Pasteur à Bangui pour faire la charge virale et 2 à Georges Pompidou pour le génotypage et puis le dosage donc, des ARV. Si vous avez l'interprétation du génotypage selon l'ANRS. Alors, en gros, cela nous a donné quel résultat? Vous avez en moyenne une charge virale de 5 logs. Les enfants étaient au maximum, enfin 53% de ces enfants étaient sous Triomune et l'âge moyen de ces enfants était autour de 8 ans. En première ligne, donc, on avait 53% de charge virale détectable et sur ça, on avait détecté 40% d'échecs virologiques et dont 36% qui présentaient donc une mutation majeure aux inhibiteurs de la transcriptase. 64 enfants parmi ceux qu'on avait envoyés, soit 74%, présentent donc des virus ayant au moins une mutation de résistance, au moins. Donc, à la médiane de 18 mois de suivi de première ligne, c'est 34% globalement d'enfants qui présentent une résistance. Et on s'était intéressé également, justement dans le groupe des enfants qui, avant la première ligne, étaient testés, on s'est rendu compte que 13% de ces enfants présentaient des mutations de résistance. Alors, selon le seuil de l'OMS, pour voir l'ampleur de ces résistances avant le traitement, c'est bien un chiffre qui est modéré. Mais pour ceux qui se plaignent, vous savez, l'OMS, c'est un moteur diesel, ça va, c'est prudent, ne vous en faites pas. Quand on va franchir le seuil des 15%, que l'ampleur devienne grave, c'est à ce moment-là certainement qu'il y aura du lobbying sur le plan international pour que ce que Dr Yeh demande, le transfert de la technologie de l'Europe vers l'Afrique, se fera. Il y a patience, je crois que ça va venir. Ensuite, donc, vous voyez que toutes ces mutations, c'est dans la classe des inhibiteurs de la transcriptase. En deuxième ligne, malheureusement, et justement c'est là, parce qu'on attend très longtemps, il y a toute une variété donc, de mutations qui se met en place. Et vous voyez que quand on met ces enfants sous traitement en deuxième ligne, c'est quand même 47%. Et je reviens sur ce que 47% d'échecs. Et je reviens sur ce que le professeur Stéphane disait tout à l'heure, c'est qu'en Centrafrique, on a eu une grosse erreur, c'est qu'entre vers 2008, on ne s'était pas rendu compte que les mêmes causes entraînaient les mêmes effets et que les causes qui avaient entraîné les échecs de première ligne devaient être prises en compte. Il fallait être patient, mais vous voyez des mamans qui arrivent en pleurant, etc., etc., vous dites, vous êtes un peu pressé de les mettre tout de suite sous traitement de deuxième ligne, et ça a été notre erreur. Et là, croyez-nous, à partir de 2009, les conditions sont plus drastiques pour passer en deuxième ligne. Les enfants peuvent attendre, même parfois, 6 mois, 7 mois, histoire que les conditions soient remplies pour que l'observance soit bonne avant de passer en deuxième ligne. Alors là, c'est le profil donc, des virus qui ont été détectés. Vous voyez que les formes recombinantes constituent à peu près 84% dans l'eau et les autres formes ont été vues. Alors, cette diapositive, c'est pour vous montrer quels sont les problèmes aujourd'hui autour de la lamivudine. Vous voyez que les génotypages sensibles
et les génotypages qui sont résistants sont pratiquement au même niveau, ils se partagent la proportion à peu près 50%. Donc vraiment il faut réfléchir sur la question de garder en première ligne, et même encore sur ce problème donc des recommandations de l'OMS qui mettent la muviline encore dans les pays africains en deuxième ligne. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Cette diapositive ici montre la charge virale versus CD4, et vous voyez que plus tôt on prend les enfants avant le niveau des CD4 est encore élevé, et quand on prend les enfants qui sont déjà sous traitement, et ce qui se passe en Afrique généralement, c'est que ces enfants sont inclus tardivement. Donc vous voyez, les taux de CD4 sont assez bas déjà, et ensuite quand on va en deuxième ligne, les taux de CD4 sont très très bas. Ça milite pour que les diagnostics soient de plus en plus précoces, avec des prises en charge précoces. Bon, là, vous avez le profil des différentes mutations. La M184 arrive en tête parmi les NUC, et dans les non-NUC, c'est les Y181 qui arrivent en tête. Les enfants, et ces graphiques-là concernent les enfants qui ne sont pas traités. Donc, il n'y a pas de mutation de résistance qui touche les antiprotéases. Également, les enfants qui sont en première ligne, les mutations ne touchent pas les antiprotéases. Et quand on arrive en deuxième ligne, en ce qui nous concerne, on utilisait à l'époque l'indinavir dans les conditions où les IP n'étaient pas boostés. Et là, les mutations qu'on a vues principalement dans notre cohorte concernaient justement les enfants qui sont sous indinavir. Voilà. Donc, en conclusion, les questions de l'émergence de la résistance sont réelles aujourd'hui, et que la question que le Mali a posée et Dr Ya a posée également est aujourd'hui d'actualité, de savoir quel médicament de troisième ligne il faut avoir là pour l'Afrique en préparation, en sachant que, bon, peut-être que Stéphane, en prenant la parole tout à l'heure pour nous parler de son cas clinique, abordera un peu cette question pour voir ce qui se fait aujourd'hui dans le Nord en troisième ligne déjà, pour nous inspirer en entendant que les moyens se mettent en place. C'est des plaidoyers qu'on va faire. Je vous remercie.